très belle mise en contexte. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous à cette table ronde sur les enjeux stratégiques de la formation de la main-d'œuvre en intelligence artificielle pour en assurer un usage efficace et responsable. La question de la formation des ressources humaines est une question clé à l'heure de la montée de technologies avancées comme l'IA. Elle l'est de deux façons. Tout d'abord, nous aurons besoin de personnes capables de contribuer au développement hautement responsable de produits et de services propulsés par l'intelligence artificielle. Nous aurons donc besoin d'analystes et de scientifiques de données, d'architectes de solutions, de développeurs de logiciels propulsés par l'IA, de spécialistes de l'expérience utilisateur, également d'éthiciens capables de détecter les pièges qui guettent les développeurs d'algorithmes. Mais deuxièmement, nous aurons également besoin de travailleurs qui, dans leur propre secteur d'activité, sauront comment exploiter le potentiel de l'IA, comment en tirer le maximum pour être plus productifs. On parle donc d'agriculteurs bien au fait de ce que l'IA pourrait apporter dans leur filière, de médecins ou d'ouvriers spécialisés en mesure d'interpréter les résultats présentés par un outil d'IA, ou de gestionnaires capables de créer des modèles d'affaires qui reposent sur le recours à l'intelligence artificielle. Ce qui nous amène forcément à nous poser les questions suivantes. Jusqu'à quel point nos organisations sont-elles prêtes à former la relève et à rehausser les compétences de la main-d'œuvre actuelle? Quels sont les savoirs et les savoir-faire qui devraient être priorisés à l'ère de l'IA? Et enfin, pourrait-on penser à recourir à de nouvelles méthodes ou approches pour former rapidement et efficacement l'ensemble de ces concepteurs et utilisateurs? Alors, nous aurons l'occasion aujourd'hui d'approfondir ces questions avec des acteurs de haut calibre que je vous présente sans plus tarder. Alors, nous avons Madame Gabriela Ramos, qui est la sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines à l'UNESCO. Bonjour, Madame Ramos. Madame Audrey Meuret, qui est la présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT, qui est une instance nationale de concertation qui regroupe des représentants des employeurs, de la main-d'œuvre, du milieu de l'enseignement et de différents organismes préoccupés d'améliorer le fonctionnement du marché du travail. Et ici même, avec moi en personne, j'ai Madame Nathalie de Marcellis-Varin, qui est présidente directrice générale du CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Elle est également professeure titulaire à Polytechnique Montréal et chercheuse co-responsable de la fonction veille et enquête de l'OBVIA. Et Madame Ravi Por, directrice exécutive, intelligence artificielle et technologies émergentes, leader de Lighthouse Québec chez KPMG. Bonjour Ravi. Alors, ma première question sera pour Madame Ramos, dont l'expertise au sein de l'UNESCO inclut l'éthique de l'intelligence artificielle, les enjeux de la diversité et de l'inclusion, ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimination. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a recommandé hier à la communauté internationale d'imposer un moratoire sur certains systèmes d'intelligence artificielle comme la reconnaissance faciale, le temps de mettre en place des mesures pour s'assurer de la protection des droits de l'homme. L'ONU a notamment mis l'accent sur les discriminations qui peuvent résulter de la manière dont les algorithmes sont construits, des bases de données sur lesquelles ils sont basés ou des interprétations qui en sont faites. Alors, au Québec, on est chanceux de compter sur un écosystème qui, depuis ses débuts, fait de l'intégration et de l'utilisation socialement responsable de l'intelligence artificielle son cheval de bataille, sa raison d'être. On le voit par des initiatives comme la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, par l'établissement d'organisations comme l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, l'OBVIA, et également par le Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on reconnaît ces principes, qu'on se dote d'organisation et qu'on reconnaît l'importance d'inclure la considération des droits de l'homme, c'est pas toujours facile de mettre ces principes-là en application. Alors, ma question pour vous, c'est quelles seraient les mesures qu'on devrait mettre en place, plus particulièrement en termes de formation des travailleurs et des utilisateurs de l'IA, pour s'assurer d'un développement et d'une utilisation de l'IA qui se fasse de manière éthique, responsable et inclusive? Merci beaucoup et merci à tous et à toutes. Ça sera très bien d'être à Montréal et reconnaître vraiment la contribution que Montréal a fait, surtout sur cette question de l'intelligence artificielle responsable. Let me switch to English. The fact is that you are right in the sense that there is not much we can say in terms of what kind of framework do we need to ensure that artificial intelligence is developed in an ethical framework. But we need to bring that narrative and to be endorsed by all the actors, because I don't think that's the case
yet. That's why at UNESCO we are really proud because 193 countries in June agreed to the recommendations on the ethics of artificial intelligence that is trying to ensure that these principles of respecting human rights and human dignity and the principles of transparency, accountability, privacy, explainability, along with very concrete policy issues, are shared by everybody. Because right now what happens is that if you are in a very strong international competition and the developments of artificial intelligence are based only on commercial objectives or economic objectives, sometimes you leave behind the impact that it might have on certain communities or on certain people. And we are also, you can confirm that many of these developments are highly concentrated in certain countries, in certain companies, in certain languages. And therefore, when you think about diversity, when you think about biases, even when they are not on purpose, of course, it derives of this lack of diversity and inclusiveness. So what do we do about it? And what do we do in terms of preparing our teams to maximize the benefits of artificial intelligence and control the downsides? Is exactly to recognize these specific downsides, the specific downsides of how you manage the data. How do you govern the data? How do you ensure that your data sets that are the basis or let's say the blood of the system are representative, that they are not biased because they are not including information of groups that are underrepresented? How do you ensure that when you develop the algorithms or the codes are not integrating already biases that we have seen it happen, for example, particularly on gender biases or on facial recognition? That's something that all of you have heard. And therefore, we need to make sure that we have these controls, not only in terms of regulations, because that's one way to do it, but you cannot regulate everything. What you can do is to ensure that you raise awareness in your teams to ensure that they can recognize when there are these downsides. But more important than anything is that AI should always be human determined. We get very excited about the technological progress. We get very excited when you see machine learning and the capacity of what they can analyze and how can you use it really to improve the systems and to improve the outcomes. The churning and really analyzing this quantity of data that for humans will take years is mind-boggling. But the reality is that whenever there is an outcome, and this is something that UNESCO is advancing in its recommendation, all the outcomes, the last judgment, the last decision-making should be men or women made. It should be human-made. Because at the end, the application of these technologies are always humans who decide how to do it. And what you put in is what you put out. And therefore, this is more than anything training, awareness, capacity building in the business sector, but also in the companies. We are going to be launching this recommendation in November. We are hoping it will be endorsed by all the members at the General Conference. We don't see any problem on that. But we are accompanying it with two instruments that are super important because, as I said, you cannot overregulate everything. These technologies are very fast. We are going to be developing an ethical impact assessment that includes all these questions in terms of the consistency with the human rights frameworks that we have, and also the readiness assessment that is particularly focused on the skills that you need. That is not only mathematicals, but it also has to do with the capacity to have this critical view and to be aware whenever the downsides are arising. So happy to share with you more of this information. Thank you very much, Madame Ramos. Le Forum est justement en train de travailler au développement d'outils de mesure de la maturité des entreprises à adopter l'intelligence artificielle et à intégrer les considérations responsables avec différents partenaires, dont l'Obvia et autres. Alors, je pense que c'est particulièrement pertinent de rester au fait de vos travaux là-dessus. Ma prochaine question sera pour Madame Murray, Audrey. Alors, je pense que la présentation de Madame Ramos nous rappelle de l'importance de préparer la main-d'œuvre, pas seulement donc les développeurs de logiciels de l'intelligence artificielle, mais également les gens qui seront amenés à utiliser des outils de manière à en interpréter correctement les recommandations. Alors, j'ai une question pour vous qui serait en 3 temps. Tout d'abord,
Quel est l'effet de l'IA sur le monde de l'emploi? Comment doit-on faire pour préparer les gestionnaires et la main-d'œuvre québécoise à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans toutes les sphères de notre société? Et que fait la CPMT, votre organisation, en ce sens? Désolée du délai. Alors, merci, Marie-Paul. Enfin, c'est de vastes questions. Je vais tenter de partager quelques informations pour alimenter notre échange. Mais d'abord, comprendre que la CPMT, son mandat, bien sûr, avec ses partenaires, les acteurs du marché du travail, c'est justement de tenter d'identifier les enjeux dans le marché du travail qui sont à risque de créer des ruptures ou des déséquilibres dans le monde de l'emploi. Et bien sûr, quand on regarde actuellement le monde de l'emploi au Québec, il est traversé par des grandes transitions, dont l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bien sûr, on parle de la transition démographique et puis l'intelligence artificielle peut être un levier qui vient augmenter la productivité puis répondre en ce moment à des enjeux de main-d'œuvre qui sont rencontrés de disponibilité de main-d'œuvre dans le marché du travail. Et donc, on parle aussi de la transition numérique et de la transition qui, elle, parfois, quand on le regarde sous l'angle de l'intelligence artificielle, peut aussi créer des ruptures potentielles ou des inquiétudes que l'intelligence artificielle génère la disparition de certains emplois et de nouveaux emplois sans qu'on ait pu nécessairement développer les compétences puis les métiers, les gens disponibles pour les occuper ou encore transforme les emplois substantiellement. Donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle, elle s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du marché du travail au Québec comme ailleurs. Et donc, il y a une certaine complexité, mais une nécessité de se poser la question de comment vivre et comment préparer la main-d'œuvre pour éviter ces ruptures. Donc, du point de vue de la commission, bien sûr que la formation devient un allié important, puis ça m'amène à parler de deux éléments qui vont être complémentaires à ce que Mme Ramos a soulevé. Nous, cette année, on a mené un diagnostic. En fait, on a tenté de dresser un premier profil pour essayer de comprendre qui sont les gens qui font partie des professions numériques, y compris donc, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Quels sont leurs profils? Quels sont les besoins en formation de ces gens-là? Quelles compétences techniques et non techniques, souvent en anglais, on parle des power skills, sont nécessaires pour que ces 46 000 personnes, donc on a identifié 46 000 personnes comme bassin de gens qui travaillent dans les métiers numériques au Québec, là. Donc, qu'ont-ils besoin pour être capables de faire leur boulot, d'évoluer et de tenir compte des enjeux dont on parle aujourd'hui, là, notamment les enjeux autour de l'usage de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Et donc, dans les éléments qui sont intéressants, ça va m'amener à parler du deuxième point, mais il est ressorti un besoin important de permettre le développement des compétences non techniques, donc des power skills, et notamment du volet qui touche les pratiques éthiques, la compétence éthique autour de ces métiers qui sont des métiers qui sont déjà là, dans le coup de l'intelligence artificielle. On ne parle pas encore là, de ceux qui sont touchés indirectement quand la technologie arrive là, dans les entreprises. Donc, c'est un profil très intéressant. Je ne peux pas aller dans le détail dans mon mot d'introduction, mais pour vous dire que déjà, quand on a consulté les gens, les entreprises, la main-d'œuvre, les gens qui sont impliqués dans le secteur des métiers numériques, il ressort ce besoin de s'assurer qu'on va avoir des stratégies de formation. Et là, ça touche tout le parcours de formation. Ça touche bien sûr les contenus de formation initiale dans le monde, qui sont offerts dans le monde universitaire ou des cégeps, on pense qu'ils devraient être plus présents. Mais ça touche aussi notre capacité à mettre à niveau les compétences pour les gens qui sont déjà en emploi sur ces questions importantes. Et ça m'amène à parler de besoins similaires du point de vue des gestionnaires ou de la main-d'œuvre qui se retrouvent à travailler dans un contexte de transformation numérique qui implique l'intelligence artificielle. Donc, la commission, on a posé un deuxième geste important dans la dernière année. On a consulté plus que 1000 acteurs du monde de l'emploi pour essayer d'identifier quelles étaient ce qu'on appelle les compétences du futur. Donc, les compétences qu'on a besoin maintenant pour vivre avec les grandes transformations, dont l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Et donc, il est ressorti 10 compétences essentielles qui sont les power skills, comme on dit en anglais,
Ce que les gens de l'emploi nous ont dit, le monde de l'emploi nous a dit, c'est que ces compétences-là, bien sûr, devaient s'asseoir sur un socle très important en littératie, numératie. Donc, on doit s'assurer de façon constante que notre main-d'œuvre, nos gestionnaires ont les bonnes capacités de lecture et écriture. On sait que c'est un défi. Au Québec, on a quand même près de 46% de notre main-d'œuvre active qui n'atteint pas le niveau 3 de lecture et d'écriture. Donc, on doit s'en préoccuper. Mais en même temps qu'on se préoccupe de ça, on doit aussi maintenant avoir une stratégie pour rehausser les compétences non techniques sur des volets comme notamment les compétences en éthique, en collaboration, en gestion de la complexité, en capacité de prise de décision. Donc, c'est le deuxième élément que la Commission a mis au jeu et sur lequel elle travaillera là, dans les prochains mois pour justement appuyer une stratégie de rehaussement de compétences et soutenir le monde de l'emploi qui sont appelés à accueillir, bien sûr, les technologies de l'intelligence artificielle pour former les gestionnaires et les équipes qui auront à travailler, notamment donc sur ces power skills. Merci beaucoup, Audrey. Je pense que ça nous donne un bon aperçu là, de l'ensemble des secteurs et des types d'emplois là, qui seront affectés par l'intelligence artificielle et qui devront faire l'objet là, de mesures pour assurer qu'ils soient prêts à passer à l'IA. Ma prochaine question est dans cette même mouvance et s'adresse à Nathalie. Étant donné la vitesse à laquelle évoluent les technologies comme l'IA, il est difficile de prévoir avec précision justement les compétences dont Audrey parlait, dont le marché du travail va avoir besoin. Puis il est donc nécessaire de se doter de stratégies de formation pouvant s'adapter en conséquence. Vous avez récemment produit une étude sur certains écosystèmes en IA dans le monde qui semblent être innovants à cet égard. Pouvez-vous nous parler de certains de ces cas exemplaires de meilleures pratiques? En effet, donc on est en train de terminer en fait une étude Cyrano en collaboration avec Lobvia où on a étudié un certain nombre d'écosystèmes dans différentes régions du monde, des écosystèmes en IA, et on a regardé à la fois les stratégies de formation, à la fois la formation initiale, la formation continue et le transfert de connaissances. Et on a essayé de regarder par rapport à ce qui vient d'être dit justement, quels sont les éléments qui sont déjà là, qui sont intégrés ou qu'il faudrait améliorer. Sans passer en revue tous les exemples qu'on a vus, il y a des grands constats qui peuvent être faits. Et je pense que ce soit Luc ou Audrey, vous en avez parlé, il y a un continuum en fait dans la formation. Et c'est certain que si on veut préparer notre société, que ce soit les travailleurs en emploi, mais aussi ceux qui vont être sur le marché du travail très bientôt, il faut s'assurer qu'il y ait des compétences de base en littératie, mathématiques, numérique notamment. Donc ça, c'est un premier élément. Mais surtout, ce qu'on a vu, en fait, c'est que l'aspect sensibilisation, donc tout ce qui est formation fondamentale, formation en intelligence artificielle, en machine learning, toutes les approches, c'est assez bien couvert, en fait. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est justement d'essayer de comprendre, de sensibiliser les décideurs, les gestionnaires à l'utilité et la valeur de l'intelligence artificielle et notamment leur faire comprendre que il y a des prémices, en fait, ou des facteurs de succès ou qu'il faut une certaine maturité dans leur organisation. Et donc, pour éviter qu'il y ait l'aspect je veux pas l'utiliser parce que je sais pas comment m'en servir et à la fois ou que je veux l'utiliser mais qu'en fait j'ai pas la maturité. Donc il y a vraiment des formations actuellement qui sont focalisées sur les décideurs, les gestionnaires, notamment en Europe et aux États-Unis où on essaye donc on veut pas les former à l'IA d'une certaine façon, mais on veut leur montrer la valeur et l'utilité, mais aussi en fait le chemin ou le processus pour arriver à les utiliser. Donc ça, il y a vraiment une tendance actuellement à se focaliser sur ces décideurs-là parce que finalement, ils vont amener leur organisation à un autre niveau. L'autre élément qui est important, évidemment, c'est les travailleurs en emploi. Et ceux-là, justement, ils se retrouvent dans une transformation. Donc les stratégies qui sont mises en place dans certains écosystèmes, c'est d'essayer finalement de faire du transfert de connaissances dans la formation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on veut en sorte que les formations initiales incluent de l'immersion ou incluent en fait des stages vraiment en entreprise. Donc, on a les jeunes qui sont encore dans le milieu universitaire ou qui sont encore au cégep ou qui sont encore en train de faire de la recherche, finalement, qui, dans leur projet, vont déjà utiliser les données de l'entreprise. Donc, ils se forment. Donc là, on a vraiment une formation en immersion. Mais en même temps, les travailleurs dans les milieux, finalement, sont exposés à ces nouvelles méthodes, à ces problématiques, en fait. Donc ça, c'est vraiment une tendance où on voit qu'il y a cet échange qui se fait entre la formation traditionnelle et la formation qui est faite d'une façon indirecte. Maintenant, l'enjeu, évidemment, c'est, comme vous le disiez, c'est de trouver un moyen de se former rapidement et de rehausser les compétences de nos travailleurs.
Et là, aujourd'hui, évidemment, à la vitesse de la technologie, on voit que c'est toutes les entreprises d'éducation, en fait, en ligne, qui proposent des cours. Alors, ça peut aller d'un cours de quelques heures à un cours, finalement, de 30 heures ou beaucoup plus important. Et là, c'est pas de certification. Et on voit arriver sur le marché, en fait, une reconnaissance, finalement, de ces formations non créditées, mais qui sont reconnues par le marché. Alors, évidemment, la difficulté maintenant, c'est d'essayer de voir comment on peut faire cheminer nos programmes dans les établissements d'enseignement pour, évidemment, rejoindre, en fait, ces besoins. Mais il y a vraiment un intérêt à collaborer sur tout le continuum, à la fois de l'école primaire, secondaire, l'école cégep, université, jusqu'à cette formation continue qui peut se faire en dehors des établissements d'enseignement, mais qui peut avoir une valeur, finalement, pour les entreprises. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense que ça nous donne encore là d'excellentes idées à adopter au sein de nos propres écosystèmes. J'aimerais continuer maintenant avec Ravi et aller un petit peu plus en profondeur sur la question de la gestion du changement puis de la formation des gestionnaires. Votre rôle vous amène à travailler avec des entreprises dans leur virage vers l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les plus grands défis que vous rencontrez lorsque vient le temps de tenter d'expliquer ou de convaincre ces gestionnaires-là de l'intérêt d'adopter l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise? Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être avec vous, mesdames. Donc, je dirais que je veux parler de deux niveaux. Il y a un niveau qui est vraiment un niveau technique, c'est-à-dire d'expliquer à, par exemple, une organisation qui ne fait pas nécessairement de l'intelligence artificielle, qu'on va faire, par exemple, de l'apprentissage automatique ou l'apprentissage profond, c'est-à-dire au niveau de la compréhension, être capable d'expliquer, d'interpréter de façon simple et dans le fond de montrer la valeur ajoutée à l'organisation en tant que telle, tout en respectant des principes qui sont éthiques. Il y a également aussi tout l'aspect humain au niveau de la gestion de changement. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle se fait grandement à travers les humains. On peut travailler sur un algorithme si l'algorithme, le modèle n'est pas utilisé ou vit à côté d'un système. Ça fait en sorte que l'intégration en tant que telle est un défi en soi. On a des défis qui vont être, par exemple, au niveau de l'algorithme, au niveau de l'architecture, au niveau des plateformes et même au niveau de l'éthique algorithmique. Donc, tout ça, c'est des défis à laquelle on se pose des questions. Et lorsqu'on rencontre les organisations, c'est de prendre le temps de sensibiliser et d'expliquer. Et puis, ça peut sembler parfois simpliste de le dire de cette manière-là, mais je dirais que toutes ces formations-là, ou le temps qu'on prend tout simplement, qu'on n'appelle pas nécessairement ce type de formation, elles sont importantes. Ce temps qu'on prend avec eux est important d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, à travers de ces différentes défis, qu'est-ce qu'on a fait également, c'est de créer une communauté. Donc, à la création de communautés d'intégration de l'intelligence artificielle au Québec. On a regroupé plusieurs industries et différentes industries également. Donc, avoir cette diversité de pensée, mais diversité d'industries, diversité de parcours pour se partager les meilleures pratiques au niveau des sphères décisionnelles. Donc, on peut avoir des personnes qui peuvent être, par exemple, dans les institutions financières, dans les organisations académiques, également au niveau des industries. On a plusieurs personnes qui viennent et qui partagent quels sont leurs défis et quelles sont les solutions qu'elles ont entreprises entre elles. Donc, ceci est un partage, mais c'est beaucoup axé sur la gestion du changement et la gestion de l'intégration, autant au niveau structurel, autant au niveau des formations. Et lorsqu'on parlait précédemment au niveau des formations en éthique, c'est quelque chose également qu'on a expérimenté en entreprise, c'est-à-dire le volet responsabilité, comme Luc l'a également mentionné, le volet de la bienveillance en tant que tel. L'éthique est basée aussi beaucoup sur les valeurs de l'entreprise, les valeurs de la personne, et beaucoup de personnes ont une définition différente de l'éthique. Alors avoir cette conversation et des formations peut aider également, parce qu'il n'y a pas seulement les scientifiques de données, les développeurs et les créateurs au niveau algorithmique, mais ça va jusqu'aux personnes qui peuvent collecter de la donnée, par exemple, tout simplement par téléphone.
Merci beaucoup, Ravi. Ça m'amène à vouloir poser une question à Madame Ramos, qui se préoccupe beaucoup de l'inclusion de la diversité au sein en général, mais au sein de l'intelligence artificielle également, parce que je crois que, Ravi, lorsque vous mentionnez l'importance de sensibiliser les gens et que chaque personne a sa définition différente de ce qu'est l'éthique, la présence de femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. On est très chanceux aujourd'hui d'être un panel exclusivement composé de femmes. J'aimerais vous entendre, Madame Ramos, sur cet enjeu et puis l'importance que ça peut avoir en termes de la réduction des discriminations possibles qui résultent de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Non, mais je crois que ça va vraiment ensemble, parce que on dit il y a 13% de femmes qui présentent de analyses ou de recherches sur l'intelligence artificielle dans les grandes conférences, et il y a 85% de tous les développements de l'intelligence artificielle qui s'est fait pour les équipes des hommes seuls. Et donc, on se demande et pourquoi on a tout cette biais sexiste et toute cette discrimination, même si on essaie d'être inclusive, si les équipes qui développent les technologies sont pas inclusives, la vérité c'est que les résultats seront pas ce qu'on attend. Donc, il y a une question morale qui est de donner les mêmes chances aux femmes pour avoir la participation dans les secteurs qui sont les plus actifs, les plus dynamiques, les meilleurs payés. Mais aussi, ça rend des bénéfices à l'entreprise, parce que c'est presque comment est-ce qu'on dit, on s'assure qu'on aura quelqu'un qui pourra déterminer s'il y a des erreurs, s'il y a des biais ou une manière différente de voir les choses qui pourra améliorer les résultats. Et c'est pas seulement sur l'intelligence artificielle, on le voit sur la présence de femmes dans les niveaux management des entreprises. Et il y a beaucoup d'études, inclus ce qu'on a fait à l'UNESCO, mais aussi quand j'étais à l'OCDE, qui nous démontrent que quand on achève les entreprises qui achèvent l'égalité de la représentation des femmes au niveau des conseils de direction ou de management, ils ont des meilleurs résultats. Mais pourquoi? Parce que ça nous dit que la compagnie, c'est une compagnie ouverte, que c'est une compagnie qui se préoccupe pour être diverse. Et donc, ça sera pour des femmes ou ça sera pour des groupes moins représentés, les résultats, c'est pareil. Ça veut dire que la direction se préoccupe pour cette question et donc sont plus attentifs à avoir toute l'information pour prendre des décisions. Et ça nous rend de meilleurs résultats. D'avoir plus de femmes dans l'intelligence artificielle, c'est de dire d'avoir plus de femmes dans toutes les décisions et dans toute la technologie et dans tout le gouvernement, c'est question d'égalité. Et le progrès, c'est lent. Donc, il faut accélérer. Il faut avoir des quotas, il faut avoir la recommandation de l'éthique sur l'intelligence artificielle de l'UNESCO a un chapitre sur les femmes et la participation de la femme, mais pas seulement pour reconnaître les diagnostics, que je pense que nous l'avons. Et c'est pour dire qu'est-ce qu'on fasse. Qu'est-ce qu'on fasse, c'est de s'arrêter à dire que les filles ne sont pas bonnes en mathématiques. De créer ce type de stéréotypes, qu'on impose des quotas, oui, parce que ça ajoute, qu'on s'assure d'avoir des budgets dédiés pour la formation et pour les startups qui sont dirigées pour des femmes. Donc, il y a beaucoup de outils pour faire vraiment cet ajustement qu'on a besoin de la société et pour donner l'espace qui appartient aux femmes, mais aussi pour s'assurer qu'à travers la participation des femmes, on obtient des résultats plus justes et plus inclusifs. Merci. Maintenant, si on se tourne sur l'impact que l'intelligence artificielle a sur le citoyen, dont certaines des décisions qui sont prises à son égard sont parfois prises par des mécanismes d'intelligence artificielle, ou sa contribution est mise à profit par le partage de ses données personnelles, par exemple. Monsieur Sirois l'a bien expliqué, je crois, l'importance de
de s'assurer que l'intelligence artificielle puisse être bénéfique pour les citoyens. Nathalie, je crois que lorsque, dans le cadre de votre étude, vous avez observé là, certaines juridictions qui mettaient l'accent sur l'importance de la vulgarisation de l'intelligence artificielle pour le grand public. Et on le sait, si on souhaite que l'intelligence artificielle soit réussisse à être adoptée, cette acceptabilité-là sociale va sûrement passer par une meilleure compréhension des enjeux. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu davantage de cette... Oui, eh ben, il y a beaucoup d'exemples, en fait, où on commence à donner des cours de démystification, en fait, de l'IA. Mais il y a un pays en particulier, la Finlande, en fait, qui a décidé d'en faire une priorité. Donc, ils avaient un objectif, c'était de sensibiliser aux opportunités et aux défis, aux enjeux éthiques de l'IA d'1% de leur population. Aujourd'hui, ils en sont à 2% qui ont suivi un cours. Puis c'est pas 3 heures, c'est 30 heures. Donc, c'est vraiment une façon pour eux de dire, avec, il y a le président de la République en Finlande a suivi le cours. Il y a vraiment une visibilité par rapport à ça. Et l'objectif pour eux, c'est de dire, en fait, on veut que la population, justement, comprenne à la fois les opportunités et aussi les enjeux. Et en comprenant les enjeux, vous savez, ils posent les bonnes questions. Ils vont obliger les entreprises, finalement, à répondre à ces questions et du coup, à devoir, finalement, mettre en place des pratiques responsables puisque les questions vont se poser. On a des gens qui vont être mieux informés. Et donc là, on voit, ils vendent leurs cours, ils ont transféré leurs cours dans d'autres pays. La Commission européenne a traduit dans toutes les langues. Et l'idée, c'est vraiment maintenant d'avoir 1% de la population du monde qui soit formée à cette sensibilisation-là. Mais ce qui est important, le principe à l'intérieur de ça, c'est justement de sensibiliser la population en général, qui est la base, à la fois avec une formation minimale, en fait, en technologie, en numérique, mais aussi, c'est sur ces principes-là. Parce que finalement, ça va être le début, finalement, de comprendre, en fait, les enjeux éthiques et de voir comment on va pouvoir les intégrer quand on sera soit un utilisateur, soit un développeur, soit quelqu'un qui va réglementer aussi, en fait, l'IA. Donc, on est vraiment dans un contexte où c'est un peu la base de notre système d'éducation, c'est la sensibilisation à grande échelle, en fait, de la population pour améliorer l'acceptabilité sociale, mais aussi aller vers une meilleure gouvernance et une meilleure utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Merci. Alors, on a parlé des compétences nécessaires pour aider nos entreprises, d'avoir des travailleurs qui vont développer des outils d'intelligence artificielle et d'avoir des travailleurs qui sont en mesure de faire le pont entre les deux, ces traducteurs de l'IA qui sont capables d'interpréter l'intelligence artificielle dans leur secteur d'activité. Lorsqu'on parle de compétences du futur qu'on doit prioriser, un sujet dont on n'a pas vraiment parlé, c'est et qui est important pour le forum, c'est notre capacité de construire des entreprises ici même qui permettent de prendre nos innovations qui sont développées par nos chercheurs et de l'amener au marché. Alors, je serais curieuse, puis là, la question est ouverte à qui désire répondre, peut-être Audrey, peut-être Ravi ou Nathalie, mais cette idée-là de peut-être sensibiliser même les chercheurs, les étudiants qui œuvrent, les scientifiques à la réalité, à comment commercialiser leurs produits, leur innovation et la rendre utile pour la société. Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous veut se risquer à répondre? Je peux peut-être le prendre. Oui, parfait, merci Ravi. Au niveau de la commercialisation des produits en intelligence artificielle, Nathalie, tu l'as bien dit tout à l'heure, la sensibilisation, comme tu le dis, au niveau des scientifiques, autant au niveau des dirigeants, elle est extrêmement importante. Et chez KPMG, dans mon équipe, et autant chez KPMG, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc, une grande partie de notre temps est dédiée à cette sensibilisation, à cette formation, mais également en termes de comment commercialiser un produit. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut vulgariser, expliquer comment elle va être utilisée. Donc, autant au niveau des scientifiques, autant pas seulement au niveau des scientifiques, mais des personnes qui vont travailler, des traducteurs analytiques d'affaires. Peut-être pour vous donner un exemple, c'est une équipe au niveau de l'intelligence artificielle ou qui crée des produits en intelligence artificielle. On parle de meilleures pratiques, regroupe non seulement des développeurs, des programmeurs, des personnes en architecture de données, des éthiciens également. Et ces éléments-là sont importants. Et aussi, comme dans le fond, on l'a mentionné précédemment, intégrer des hommes, des femmes et également la diversité ethno-culturelle à travers ces façons de travailler. Donc, je dirais que la commercialisation en tant que telle est un défi en soi, mais lorsque c'est
expliquer, vulgariser, je crois qu'il y a de grandes opportunités également à répondre aux besoins. Merci beaucoup. On le souhaite qu'il y ait de plus en plus d'entreprises québécoises. On en a beaucoup déjà qui font de l'intelligence artificielle. On souhaite qu'elles puissent continuer à croître et à exporter leurs produits et réussir ici. J'aimerais maintenant m'attarder un peu plus à cette notion des traducteurs de l'intelligence artificielle. Ces gens qui sont en mesure de comprendre à la fois le langage de l'intelligence artificielle et le langage d'application. Par exemple, en génomique, on est très fort au Québec en génomique, mais être en mesure de jumeler ces deux compétences-là, c'est pas toujours évident. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur, peut-être Nathalie ou Audrey, sur la meilleure façon d'y arriver? Est-ce qu'on commence par sensibiliser les experts à des domaines spécifiques, ou est-ce qu'on prend des gens de domaines, de secteurs d'application et on leur donne des connaissances de base en IA? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux à cet égard? Audrey, peut-être? Peut-être, oui, Paul. En fait, c'est un élément qui est ressorti comme un besoin dans le profil qu'on a fait dans les derniers mois. Et c'est un métier émergent, en fait. On peut le qualifier ainsi. Donc, je dirais que tout est à faire là, dans le parcours qu'on a à dessiner autour de ce métier émergent, parce que là, c'est là qu'on voit que les politiques publiques ont un rôle à jouer pour accompagner l'arrivée d'une telle technologie dans le monde de l'emploi. C'est que il faut déjà essayer de voir au niveau de la formation initiale comment on s'y prend pour s'assurer de générer des profils de traducteurs de données dont on aura tous besoin et toutes besoin. Puis ensuite, il faut voir dans le marché actuel, on peut l'avoir sur une approche sectorielle. Le milieu de la finance, il travaille là, depuis un moment. Quelle est la meilleure stratégie? Donc, est-ce qu'on fait ce qu'on appelle du upskilling à partir effectivement de gens qui maîtrisent, dans le fond, les fonctions d'affaires d'une entreprise pour qu'elle devienne l'interface avec les gens d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on doit construire à partir des experts en intelligence artificielle? Bref, c'est une question très importante. Bien sûr que moi, dans les modèles que j'ai regardés, puis au Québec, on bénéficie de certaines grappes. On est organisé autour de grandes grappes, de créneaux. On a des comités sectoriels de main-d'œuvre. C'est sûr que c'est des questions qu'on peut aborder sous l'angle sectoriel pour se donner une stratégie en fonction du besoin. Mais si on revient à notre thématique sur l'éthique, eh bien, ce sont des gens qui vont jouer un rôle très important si on ne veut pas reproduire les biais dont on essaie de se défaire en ce moment. Donc, dans les processus ou les process de l'intelligence artificielle. Alors, c'est certain que ça prend une stratégie, et je pense qu'il faut que les secteurs s'organisent, et le besoin est émergent. Donc, au niveau de la formation, on est dans des stratégies où on répond aux besoins, mais on n'a pas une stratégie globale ni sectorielle bien structurée autour de ce besoin-là. Puis peut-être pas, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voulais quand même réagir à la question de la présence des femmes. Je fais du pouce là en même temps sur les traducteurs. J'essaie de faire un petit lien, mais quand je parle de l'importance des politiques publiques, nous récemment, là, on a fait un appel à solutions pour augmenter la présence des femmes là, dans les STEAM, et on va lancer prochainement là, des mesures dans des programmes qui vont créer des incitatifs pour les femmes, pour les entreprises, donc à les laisser à développer leur talent, à développer leur intérêt. Mais ce que je voulais dire, c'est que il est ressorti fortement que l'intelligence artificielle intéressera les femmes quand on comprendra mieux le sens qu'a l'intelligence artificielle, pour le sens social qu'il y a derrière, dans l'utilité sociale que pourrait avoir l'intelligence artificielle. Donc, je voulais amener cet élément-là en complément là, de Madame Ramos pour qu'on valorise, puis effectivement, comme dit Ravi, qu'on soit capable d'expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne et quel pourrait être l'impact de mal s'y prendre du point de vue éthique et de l'inclusion dans la façon d'amener l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Merci beaucoup, Audrey. Ça allait justement être ma prochaine question, mais on va manquer de temps, mais tu l'as de toute façon déjà très, très bien abordé, cet enjeu. Bon, c'est important de réfléchir aux enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle, mais on doit aussi ne pas oublier que l'intelligence artificielle peut avoir des impacts
et peut nous aider à résoudre de grands défis de société. Puis c'est une façon, je crois, d'amener nos jeunes davantage et les femmes à davantage s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et on sait qu'on en a besoin, on a besoin de cette relève-là. Alors, je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Je voulais vraiment vous remercier toutes les quatre d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on a eu des échanges très intéressants et j'espère que vous les aurez trouvés intéressants. Vous pouvez également à la maison et avec nous dans la salle. Alors, merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup. Merci.